À la mort de Lindsey Graham, pas mal de gens sont venus à Washington, D.C. pour ses funérailles. Bien sûr, Benjamin Netanyahou est venu d'Israël, on en parlera plus tard, mais l'un des autres grands invités était Volodymyr Zelensky. Et bien sûr, Volodymyr Zelensky avait une relation très étroite avec Lindsey Graham, qui s'est rendu 10 fois sur place pendant la guerre, parce que Lindsey Graham offrait toujours à Zelensky tout ce qu'il voulait, ou du moins une grande partie. Et sans ce sénateur en particulier, il y a tellement de choses qu'il n'aurait pas obtenues. On peut soutenir, et c'est ce que je fais, que cela n'a même pas eu d'importance pour la guerre. En fait, tout ce que ça a fait, c'est la prolonger. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché Zelensky de se rendre à Washington pour rencontrer de nouveau le président Trump afin de voir s'il pouvait peut-être obtenir davantage de choses de la part de certains autres sénateurs et du président. Nous allons voir si cela change quoi que ce soit. Et où va cette guerre? Et aujourd'hui, nous recevons de nouveau pour discuter de beaucoup de ces sujets l'ancien commodore britannique Steve Jeremy, lui-même vétéran de combat, et évidemment quelqu'un qui connaît très bien toutes ces questions. Steve, bon retour dans l'émission. Oui, c'est formidable d'être de retour dans. J'aimerais aussi présenter mes excuses à vos téléspectateurs parce que nous n'avons pas pu faire l'émission la semaine dernière, je crois. Après avoir tiré ça au clair, il s'est avéré que c'était dû à une saturation des tampons, ce qui est très compliqué. Mais enfin, nous avons réglé le problème. Je suis content qu'on ait réglé ça, parce que votre présence nous a manqué. Maintenant, on n'a plus ce problème, donc tout va bien. Entrons dans le vif du sujet. D'abord, Dan. Zelensky était un grand fan de Lindsey Graham, parce qu'il s'est rendu tellement de fois à Kiev. Nous avons diffusé beaucoup d'extraits de ses déclarations, faites directement depuis Kiev. D'ailleurs, nous en avons passé, je crois, la veille du jour où il a eu cette soudaine maladie, quoi que ce soit, alors qu'il était à Kiev. Il parlait de toutes ces choses qu'ils allaient faire, de tous ces projets de sanctions qu'ils allaient imposer à la Russie, et ainsi de suite. Et puis en fait, je crois que cette nuit même, si je ne me trompe pas, le Sénat a voté pour faire avancer le projet de loi sur les sanctions contre la Russie, porté par Graham. Il y a eu beaucoup de commentaires et beaucoup de sénateurs disaient, vous savez, que c'était son héritage et tout ce genre de choses. Mais laissez-moi vous poser la question. Premièrement, ce vote l'a simplement fait avancer. Rien n'a encore été adopté. Mais écoutez, tout cela est indépendant des, je crois, 21 trains de sanctions déjà imposés par l'Union européenne. Et je pense qu'il travaille sur le 22e, si je ne me trompe pas. Est-ce que celui-ci va changer quoi que ce soit? Je ne pense pas que cela aura le moindre effet, Danny. Enfin, si les 20 premières n'ont rien changé, pourquoi penser que la suivante y parviendra? Bien sûr, il y aura là-dedans quelques points plus nuancés. Mais en vérité, le reste du monde ignore globalement les sanctions, en grande partie parce qu'il n'a aucun intérêt à les appliquer réellement, à part les pays que nous pouvons intimider pour les pousser à les suivre. Donc je pense que cela fera peu de différence. Le domaine où cela pourrait éventuellement avoir un effet, c'est tout ce qui concerne le pétrole. Tout ce qui retire du pétrole du marché mondial aura un impact. Cela aggravera les choses pour l'Europe, cela aggravera les choses pour l'Asie occidentale et l'Asie orientale. Et ça va aggraver les choses pour les États-Unis, parce qu'en réalité, cela contribuera à faire remonter les prix du pétrole et du gaz. Donc vous savez, si vous voulez faire une différence dans le mauvais sens, alors oui, bien sûr. Essayons de retirer encore plus de pétrole et de gaz du système mondial, puis soyons surpris si les prix du pétrole et du gaz augmentent. Donc je ne pense pas. Et si je devais recommander une seule chose, si j'étais le Dieu du monde, la première chose que je ferais, ce serait de lever toutes les sanctions.
parce que je pense que nous serions dans une bien meilleure situation. Et ce serait une très bonne initiative de la part de l'Occident, parce que je pense que cela amènerait les Iraniens et les Russes à se dire que c'était peut-être le moment de commencer à nous parler et à nous faire de nouveau confiance. Eh bien, allons dans cette direction, parce que c'est intéressant. Le réflexe aux États-Unis, et plus largement dans le monde occidental, notamment entre les États-Unis et l'Europe, c'est de se dire non, les sanctions sont une mesure coercitive. Elles font souffrir l'autre camp parce qu'il ne fait pas ce qu'on lui dit, ostensiblement pour le contraindre à se conformer à nos exigences. Mais, en examinant beaucoup de ces sanctions au fil des années, mon argument, et celui de mes collègues à Defense Priorities, où je travaille, c'est que le véritable pouvoir des sanctions, car elles peuvent avoir une certaine utilité si elles sont bien conçues, réside dans leur levée, pas dans leur imposition. Parce que si elles ne sont que coercitives, si elles sont une punition, alors l'autre camp n'a aucune motivation pour faire quoi que ce soit. Mais si vous avez cette approche, ou plutôt cette sagesse, qui consiste à dire « Très bien, nous lèverons les sanctions si vous faites quelque chose qui nous convient », alors je pense qu'il y a davantage de marge de manœuvre. Donc, infliger simplement davantage de souffrance ne sert à rien. Vous le voyez comment? Je pense qu'il y a quelque chose de juste là-dedans, Danny. Je pense qu'en fait, si vous imposez des sanctions pour, disons, un motif légitime, et ce n'est pas la même chose qu'un motif légal, alors leur levée peut être en quelque sorte une chose que vous proposez dans une négociation. Mais je pense que le problème, c'est que presque toutes ces sanctions, à mon avis, et je ne les ai pas examinées en détail, ne seront pas légales. Elles ne seront pas davantage fondées sur le droit international. Car en réalité, pour que des sanctions soient légales au regard du droit international, elles doivent bénéficier du soutien de l'ONU. Et bien sûr, il n'y a pas cela pour ces navires. En substance, ce sont donc des mesures unilatérales prises par l'Occident. Il y a un cas d'étude très intéressant à ce sujet, Danny. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a environ un mois, peut-être un mois et demi, les Britanniques ont intercepté un pétrolier russe de la flotte Fantôme qui entrait dans le Golfe. Ils ont fait monter des forces spéciales à bord, puis l'ont conduit dans les eaux territoriales britanniques. Il est actuellement retenu. Et quand on examine la légalité de cette opération, il n'y a aucune base juridique pour agir ainsi. En réalité, les Britanniques ont utilisé les sanctions que l'Occident a imposées unilatéralement à la Russie. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils ont intercepté le pétrolier au départ, ils ont invoqué une question de pavillon, au titre du droit de la mer des Nations Unies, qui permet d'intercepter un navire s'il y a des restrictions liées au pavillon, ce qui était, Woodzestoff, le cas de ce navire. Le capitaine de ce navire est indien, soit dit en passant. Mais dès qu'ils les ont fait entrer dans les eaux territoriales, ils poursuivent maintenant le capitaine de ce navire, qui risque jusqu'à 10 ans de prison. Ils le poursuivent en vertu d'un tout autre dispositif. Ce n'est pas une loi, c'est le régime de sanctions imposé unilatéralement à la Russie par l'Union européenne, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc, ce capitaine indien risque 10 ans de prison. Il a été arrêté, si l'on veut, pour une raison, mais il est en réalité poursuivi pour une autre. Je veux dire, ça fait entrer le droit international et la légitimité dans un terrain bizarre. Et les Indiens, ça ne vous surprendra pas, vont être très mécontents de ça. En fait, ils le sont déjà très mécontents. Un ressortissant indien risque 10 ans de prison au Royaume-Uni en vertu d'un ensemble de mesures juridiques et de mesures en quelque sorte quasi-juridiques. Si cela se faisait dans l'autre sens, en Occident, on pousserait des cris d'indignation et on s'en plaindrait. Si cela se produisait, par exemple, dans le détroit d'Ormuz, quelque chose comme ça, on pousserait des cris contre la décision des Iraniens
de ne pas se conformer à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi qu'aux règles sur les eaux internationales et les eaux territoriales. Je ne suis donc pas favorable aux sanctions. Je vois très peu de cas où elles ont réellement été efficaces. Et bien souvent, elles produisent l'effet inverse. Elles rendent les nations plus indépendantes. Elles les obligent à faire les choses par elles-mêmes. Par exemple, même si nous levions toutes nos sanctions contre la Russie et que nous nous attendions à ce qu'elle achète des équipements occidentaux, je pense que la réponse serait très brève. Non merci. Nous allons nous tourner vers la Chine ou les fabriquer nous-mêmes. Nous nous coupons donc de marchés futurs. Et dans le cas de la Russie, nous nous privons d'hydrocarbures bon marché. Eh bien oui. Et au-delà de ça, indépendamment de l'impact direct sur la Russie, l'Ukraine, l'Iran, la Corée du Nord, la Chine ou la Russie, enfin complétez la liste, ça touche aussi d'autres pays. Parce que ces pays regardent autour d'eux et se disent « Quand nous faisons des affaires avec les États-Unis ou l'Occident, nous devenons de plus en plus dépendants d'eux. Donc si nous faisons autre chose qui ne leur plaît pas, ils peuvent utiliser ces outils contre nous. » Ça peut sembler être une bonne affaire, mais il paraît tout à fait rationnel de se dire « Commençons à chercher d'autres débouchés. » Je ne sais pas, les BRICS, la Chine ou la Russie, ou vraiment beaucoup d'autres endroits, s'il existe des alternatives viables capables de fournir un bien ou un service à un prix comparable sans l'étiquette de sanctions potentielles. Enfin, qu'est-ce que vous observez? Est-ce que vous y voyez un problème? Est-ce que cela pourrait réellement avoir pour nous des effets négatifs de deuxième ou de troisième ordre? Oui, absolument. Je pense que vous avez tout à fait raison. Les sanctions sont donc une manière d'avoir des effets négatifs sur sa propre économie. Et les sanctions boomerang, je dirais sur le pétrole et le gaz en Europe, nous mettent dans une situation où, surprise, surprise, le prix de l'énergie augmente. Et les gens dans ce pays se plaignent de cette hausse du prix de l'énergie. J'ai envie de leur dire, eh bien, ne cherchez pas beaucoup plus loin que la politique des gouvernements britanniques et européens, aggravée par le fait de tirer des armes loin à l'intérieur de la Russie. La deuxième chose, ce sont les droits de douane. Ils ont un effet similaire. Si nous pensons que nous allons renationaliser l'Occident grâce aux droits de douane, alors je pense que là encore, les gens iront tout simplement ailleurs. Et je pense qu'il y a aussi cette idée selon laquelle nous aurions forcément raison. Donc pour tout un tas de raisons, je pense que ce sont des mesures à l'efficacité limitée. Leur légalité est discutable si elles ne sont pas fondées sur le droit des Nations Unies ou si elles ne sont pas soutenues par les Nations Unies. Et je pense qu'elles sapent le droit international auquel nous avons toujours adhéré, ou dont nous avons dit que le monde devait respecter les règles, sauf nous. Donc, non, à mes yeux, il y a très peu d'éléments montrant que les sanctions fonctionnent et beaucoup d'éléments indiquant plutôt le contraire. Même si je pense qu'il serait utile d'approfondir la question à un moment donné. Alors, laissez-moi vous poser une question. Regardons certains détails de la guerre qui se déroule en ce moment même. Je voudrais commencer par le niveau stratégique. C'est en quelque sorte ce que nous avons fait avec ces sanctions, parce qu'on est là au niveau stratégique. Mais peut-être qu'au niveau opérationnel, les deux camps frappent de plus en plus profondément à l'intérieur du territoire de l'autre. Bien sûr, la Russie fait cela à l'Ukraine depuis des années. Elle frappe toutes sortes de cibles, les infrastructures énergétiques, le commandement et le contrôle, les communications, les lignes ferroviaires, les routes logistiques, et ainsi de suite. Et maintenant, l'Ukraine lui rend l'appareil. D'ailleurs, cette nuit encore, il y en a eu une autre. Une nouvelle usine Wildberries a été touchée.
Et puis, il y a aussi une autre raffinerie de pétrole en Russie qui a été touchée. Cela a eu des conséquences négatives pour les Russes à l'intérieur du pays, avec des pénuries d'essence. Il y a eu de longues files d'attente dans différentes stations-service, enfin voilà. Mais ça a été en grande partie, ce sont généralement des situations temporaires. Ça produit beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, etc., de photos de ces longues files. Mais au bout d'1 ou 2 semaines, la plupart du temps, en tout cas jusqu'à présent, ces problèmes ont été résolus. Sauf que, d'une nuit à l'autre, les frappes continuent d'arriver. Jusqu'ici, la Russie a été capable de gérer ça. Regardons d'abord leur côté. D'après vous, quel effet cumulatif cela a-t-il sur l'effort de guerre? Est-ce que cela pose des problèmes à la Russie sur la ligne de contact? En réalité, mon analyse c'est que ça n'a pas d'impact sur la ligne de front. Et vous comme moi, nous nous y attendrions. Je pense que la question, c'est qu'il se passe des choses sur le plan stratégique. Et ne partons pas du principe que ça n'a aucun effet. Je pense que cela a un effet sur l'économie russe, parce que l'un des effets consiste justement à réduire leurs exportations et à conserver en Russie des produits comme le diesel et d'autres produits. Bien sûr, Boris Wojnimimon, Ripenspur, que cela ait des effets significatifs sur le Garvard. Ce que nous constatons aussi, à mon avis, c'est que les Russes obtiennent un degré de réussite assez important avec leur défense aérienne, avec les S-400 et les S-500. Et bien sûr, ils s'entraînent de plus en plus à cela, en permanence. C'est une situation très très différente de celle dans laquelle se trouvent les Ukrainiens. L'autre élément qui a bien sûr un effet, c'est l'effet politique en Russie. La pression sur Poutine pour qu'il réagisse augmente donc. Jusqu'à présent, il a résisté à cette pression. Mais je pense que nous entrons dans un territoire très préoccupant où Poutine pourrait finalement décider qu'il doit réagir. Et bien sûr, les endroits évidents pour réagir seraient l'un de 2 endroits. Soit il va encore intensifier la guerre en Ukraine, et je pense qu'il le fait déjà, soit il commencera réellement à avertir, puis peut-être à frapper des cibles européennes qui produisent ces systèmes d'armes, très clairement en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne. Et je pense que le point intéressant, c'est cette intensification en Ukraine. Avec le temps, on a tendance à constater que lorsqu'il se produit quelque chose qui semble faire monter les enchères, gravir l'échelle de l'escalade comme certains la décrivent, les Russes ont tendance à répondre non pas en élargissant l'escalade, mais en renforçant leur effort de guerre en Ukraine. Et cela a un impact très nettement supérieur à celui des armes tirées contre eux. C'est presque comme si, à chaque fois que vous réveillez l'ours, vous vous prenez un coup de masse. Malgré cela, Zelensky continue, pour des raisons politiques évidentes. Mais en ce qui concerne l'effort de guerre, je serais très surpris que cela ait un impact significatif. Cela pourrait même produire l'effet inverse. Ce qu'on voit, à mon avis, et on y reviendra quand on parlera de ce que font les Russes, c'est que les Russes intensifient tout simplement leur campagne. J'ai l'impression, et vous le savez peut-être mieux que moi, Danny, que la Russie passe en réalité d'une logique d'opération militaire spéciale, d'OMS, à une logique davantage axée sur la conduite de la guerre. Je ne suis pas certain qu'ils aient déjà franchi ce Rubicon, mais il me semble clairement qu'ils intensifient les bombardements stratégiques. On peut en reparler plus en détail si vous voulez. Oui, il y a eu, c'était quand déjà? Il y a presque 3 semaines maintenant, Dmitri Peskov a déclaré « Ce n'est pas une opération militaire spéciale, c'est en réalité une guerre ». Il a avancé plusieurs raisons à cela, mais ensuite, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose. On n'a rien entendu de plus. En fait, Vladimir Poutine, que nous allons entendre dans un instant, a fait des commentaires ce week-end
et plus tôt cette semaine, et il est de nouveau revenu au vocabulaire de l'opération militaire spéciale. Donc il n'est pas encore passé à cela, du moins pas encore. Nous verrons si cela continue d'évoluer. Mais si c'est le cas, nous venons de parler de certains effets que cette guerre à plus longue portée a du côté russe. Regardons maintenant le côté ukrainien, parce qu'il se passe récemment certaines choses vers Odessa. Et vous, en tant qu'homme de la marine, vous pouvez en parler. C'est l'un des effets négatifs du côté ukrainien. Il n'y a pas longtemps, ils avaient intensifié leurs actions en mer d'Azov, qui se trouve dans cette zone-ci, où ils ont frappé un grand nombre de navires russes, généralement de petits cargos, etc., parce qu'ils voulaient bloquer l'économie ainsi que tout type de soutien militaire dans cette zone. Eh bien, les Russes ont riposté en mer Noire ou dans la zone au large d'Odessa, et ils ont pratiquement paralysé le port d'Odessa. Je crois avoir vu cette nuit qu'un navire avait réussi à passer, mais presque rien ne peut sortir. Quel est l'impact pour l'Ukraine du fait qu'Odessa soit en gros mise hors jeu comme port actif? Il est énorme, Danny. C'est un exemple classique de ce dont nous venons de parler. Vous savez, le... Les Ukrainiens semblent faire monter les enchères en attaquant des cibles maritimes dans la mer d'Azov. Les Russes réagissent en fermant la mer Noire aux Ukrainiens, ce qui va avoir un impact sur leur économie. Un impact sans commune mesure avec ce que les Ukrainiens ont fait. Je veux dire, la Russie est un grand pays, un très grand pays, avec ses propres voies de communication intérieures. Donc, en réalité, si elle perd l'Azov, ce n'est pas la fin du monde. Elle a au moins 3 routes, mais il y a la Baltique, la route du Nord et bien sûr Vladivostok. La Russie n'aura donc pas de difficulté à importer. Mais enfin, imaginez les problèmes pour l'Ukraine si soudain toutes vos importations maritimes, et n'oublions pas que l'immense majorité des marchandises qui entrent dans les pays en poids arrivent par la mer. En Grande-Bretagne, 95% de ce qui entre dans le pays, en masse, en poids, arrive par voie maritime et non par avion. Cela aura donc forcément un effet catastrophique ou un effet très très important sur l'économie ukrainienne. Probablement aussi sur l'effort de guerre ukrainien si des équipements très lourds entrent en Ukraine via Odessa et d'autres itinéraires. C'est donc un impact très très important sur leurs importations, militaires ou autres, mais aussi sur leurs exportations. Donc tout à coup, les exportations de céréales qui auraient quitté l'Ukraine auraient été vendues sur les marchés internationaux et auraient généré des recettes d'importation, s'arrêtent brutalement. C'est l'exemple classique d'une décision qu'on pense très habile, avant de constater soudain qu'elle produit exactement l'effet inverse de celui recherché. Je me demande aussi, Danny, si c'est le début d'une avancée à travers le Dniepr en direction d'Odessa. La question reste ouverte pour moi, mais certaines déclarations récentes de Poutine me font penser que c'est peut-être plus probable que l'inverse. Mais encore une fois, on peut en parler. Donc oui, la réponse courte, c'est que cela s'est révélé être une manœuvre dans la mer d'Azov aux conséquences profondes pour l'Ukraine. Je veux dire, la grande question, bien sûr, c'est de savoir si Odessa restera ukrainienne après la guerre ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors l'Ukraine deviendra durablement un État croupion, sans frontières maritimes, réduite à l'ombre de ce qu'elle était autrefois. C'est déjà un État défaillant, à ce que je vois, parce qu'elle dépend presque entièrement des prêts européens pour continuer à fonctionner. Donc ce n'est pas très malin. Et si, à terme, nous voyons les Russes franchir le Dniepr et commencer à avancer vers l'ouest dans le secteur sud, cela ne me surprendrait pas. Bon, regardons cela sur la ligne de contact. Comme vous pouvez le voir ici, nous en parlons depuis des mois. Et les Russes disent qu'ils vont commencer à avancer de manière plus agressive
vers soumis. Ils ont fait quelques déclarations il y a un peu plus d'un mois, mais honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de progrès concrets sur le terrain. Ils ont réalisé quelques avancées dans la zone de Vovchansk. Ils se sont déplacés un peu vers le sud, mais cela a considérablement ralenti. À Kupiansk, il n'y a pas beaucoup de mouvement non plus. Le grand enjeu, bien sûr, c'est qu'ils ont pris Siversk, ce qui a en quelque sorte préparé la situation. Et maintenant, il y a cette prochaine grande zone, ces villes-forteresses, Kramatorsk, Sloviansk et ainsi de suite. Ce sont les dernières barrières défensives vraiment importantes dans la région du Donbass. Mais à en croire tous les éléments dont on dispose, si la Russie faisait ici la même chose que dans d'autres endroits, comme à Bakhmut par exemple, à Chassiv Yar, et dans certains autres secteurs de cette zone, cela pourrait prendre plus d'un an si elle continue à procéder de la même manière. Il ne me semble pas que ce soit vraiment rentable pour la Russie. Plutôt que d'essayer ailleurs, soit au nord, soit au sud, de percer, de contourner ces positions, de les prendre, et ainsi de suite. Mais malgré tout, quand on regarde le terrain, il y a eu beaucoup de pertes du côté ukrainien. Et cela continue de s'accumuler, ce qui pose problème. Pourtant, on ne voit pas beaucoup de changements sur le terrain. Comment évaluez-vous la situation actuelle de la Russie ici? Et peut-elle simplement poursuivre cette lente guerre d'usure, alors que ce conflit pourrait littéralement durer encore des années? J'ai le sentiment, Danny, qu'ils vont continuer globalement avec la même approche tactique que jusqu'ici. Parce que même si cela peut nous sembler lent, ça paraît en réalité fonctionner, et cela leur permet d'atteindre les objectifs qu'ils recherchent. L'un de ces objectifs est la démilitarisation. En usant les Ukrainiens dans des opérations d'attrition, ils atteignent donc cet objectif. Je me demande encore quels pourraient être, selon eux, leurs objectifs territoriaux ultimes. Parce qu'il est clair qu'ils voudront sécuriser, vous savez, les 4 oblasts de l'Est. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Des questions restent ouvertes sur l'ensemble de la Novorossia. Je ne me suis pas encore fait une opinion définitive, même si j'ai entendu Poutine parler de la Novorossia comme d'un objectif final, et je trouve cela vraiment intéressant. Cela dit, si je pense que nous approchons peut-être d'un moment où la guerre entre dans sa phase finale, c'est à cause de la pression économique. Nous pourrons en reparler plus tard. Mais je pense que cette pression économique résulte des conséquences des sanctions européennes et occidentales sur le pétrole russe, des attaques en profondeur sur le territoire russe, qui retirent encore davantage de pétrole du marché, puis des conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz, dont je pense maintenant qu'elle commence à se faire sentir. Alors que ce triple choc commence à se faire sentir et que les prix du pétrole et du gaz augmentent en Occident, les économies des pays, à l'exception de l'Allemagne, affichent des ratios dette sur PIB très élevés et se trouvent dans une situation économique précaire. Je pense que les gens vont se poser à 2 fois la question de savoir s'ils veulent continuer à augmenter les dépenses pour soutenir une guerre en Europe qui, à mes yeux, semble impossible à gagner. Et les états-majors militaires doivent sûrement comprendre qu'elle est impossible à gagner. Tout cela se fait au détriment de tant d'autres choses dans les sociétés européennes et américaines. Vous savez, réduire les dépenses de santé, réduire les dépenses pour les arts, réduire les dépenses d'infrastructures. Et je pourrais continuer encore et encore. Mais je pense qu'à un moment, les gens vont se demander, est-ce vraiment ce que nous voulons faire? Voulons-nous continuer à dépenser l'argent des contribuables, les livres des contribuables, les euros des contribuables dans cette guerre, alors que nous n'avons apparemment aucune perspective de la gagner? Et de plus, c'est une guerre pour laquelle nous ne comprenons pas pourquoi nos pays et nos dirigeants ne parlent pas à la Russie afin d'y mettre un terme. Je pense donc que c'est cela qui pourrait y mettre fin.
Même si je ne pense pas que ces conséquences économiques se feront vraiment sentir avant la nouvelle année. Nous verrons, cela pourrait arriver plus tôt. Mais ce à quoi je m'attends, c'est que les conséquences énergétiques commencent bientôt à se faire sentir. Nous voyons que les stocks s'épuisent. Les réserves stratégiques de pétrole, à une ou deux exceptions près, sont en quelque sorte bien plus basses qu'elles ne l'étaient. Je m'attends donc à ce que les conséquences énergétiques nous touchent plus tôt que tard, et certainement durant le second semestre de cette année. Daniel Davis. Oui, et nous allons commencer. Évidemment, nous suivons cela de très près dans les deux cas. En fait, même pour l'économie mondiale elle-même. Et nous allons continuer à le faire. Mais, quand on regarde cela ici, vous dites que les gens ne voient pas de solution militaire. Et il n'y en a pas. Je pense que nous avons complètement démontré ce point en 4 ans et demi. Il n'y a pas de solution militaire du côté ukrainien. En revanche, il existe une voie du côté russe, comme vous l'avez dit il y a une minute. Une guerre d'usure est en cours, et si elle dure assez longtemps, même avec cette lente progression, elle finira par user l'adversaire. Je veux dire, ce ne sont que des calculs et des réalités fondamentales. Mais certaines personnes en Occident ne veulent pas y penser. Ils veulent réfléchir à ces paquets de sanctions. Donc, la seule chose dont on parle, y compris au sein de l'Union européenne, c'est d'imposer davantage de sanctions économiques à la Russie, sans parler à qui que ce soit, sans même explorer les possibilités diplomatiques. Littéralement, on n'envisage même pas cette option. On dit simplement, faisons encore une chose qui repousse tout ça un peu plus loin pour que la guerre continue. Or, Volodymyr Zelensky n'ignore pas cela. Comme je l'ai dit au début de l'émission, il est à Washington officiellement pour assister aux funérailles de Lindsey Graham. Mais son objectif principal était de rencontrer le président Trump et, comme vous allez le voir dans cet extrait, des personnalités influentes aux États-Unis. Comment s'est passée la réunion avec le président aujourd'hui? Il s'agit des licences. Nous avons commencé aux États-Unis à donner à l'Ukraine des licences pour produire des Patriots. C'est important parce que nous en avons besoin de davantage et plus rapidement. Aujourd'hui, nous avons eu une très bonne réunion avec le président Trump. Il a accepté de nous accorder des licences. Ensuite, j'ai rencontré les représentants de la production de très grandes entreprises militaires américaines. J'espère que nous ferons de la coproduction. C'est très important. Alors, écoutez, je veux dire, assurons-nous que tout le monde comprenne parfaitement ceci. Il obtient une licence, et cette production, peu importe. Dans un contexte normal de temps de paix, il faut compter entre 3 et 5 ans. Des années avant qu'une usine puisse être construite, avant de mettre en place les chaînes d'approvisionnement, de trouver les personnes qualifiées pour la construire. Parce que ce ne sont pas des gens qu'on peut simplement recruter à l'épicerie du coin en disant « Hey, vous voulez venir travailler ici ?» Je veux dire, ce sont des personnes hautement qualifiées qui doivent être formées pour des fonctions bien précises. C'est aussi pour ça qu'il faut autant de temps pour produire un seul missile. Donc, il faut compter 3, 4, voire 5 ans avant que les premiers missiles sortent de la chaîne d'assemblage, et pas en très grand nombre. Pourquoi parle-t-on de quelque chose qui n'a absolument aucun impact sur la guerre à court terme? Oui, on peut se le demander. Je pense qu'on en parle pour des raisons politiques. Mais il y a une autre raison, Danny. Les responsables politiques occidentaux ne semblent pas comprendre la défense aérienne. Comme je vous l'ai déjà dit, l'une de mes fonctions dans la marine était de commander un destroyer de défense aérienne. C'est donc un domaine dans lequel je suis spécialiste. J'étais coordinateur de la guerre antiaérienne à bord de ce navire, au sein de la force navale permanente de l'OTAN en Méditerranée.
et je me suis dit que j'allais faire quelque chose. Je l'ai fait il y a environ 10 jours, Danny. J'ai écrit un article sur mon Substack intitulé « Les principes de la défense aérienne » ou quelque chose comme ça. Mon objectif était de compléter l'excellent travail du professeur Ted Postol. Vous avez reçu Ted Postol dans ce podcast et c'est une excellente source. En substance, ce que dit Ted Postol, c'est que l'efficacité des systèmes d'armes occidentaux en général et des systèmes Patriot PAC 2 et PAC 3 en particulier est bien plus faible que ce qu'on nous dit. Et j'ai pensé qu'il serait utile de compléter cela, d'expliquer aussi ce que c'était que d'être défenseur aérien et ce que c'était que de mener la bataille de la défense aérienne. Quand vous menez cette bataille, il ne s'agit pas seulement des intercepteurs, mais de l'ensemble du système. Il vous faut donc une approche systémique. Vous devez être très bien alerté des armes qui arrivent sur vous. Ces systèmes d'armes, ce sont des drones. Il y a des drones, des missiles de croisière, des missiles balistiques conventionnels et des missiles balistiques hypersoniques. Pour y faire face, on commence par des systèmes radars et d'autres types de capteurs qui vous fournissent une alerte précoce, car tout cela se déroule très vite et la bataille aérienne est extrêmement rapide. Donc plus vous avez d'alertes à l'avance, mieux c'est. Et vous verrez que les États-Unis ont souffert à cet égard, avec la façon dont les Iraniens ont détruit les radars THAAD et d'autres radars qui donnaient aux Américains une alerte avancée en cas d'attaque imminente. Or, je m'attendrais à ce que le système ukrainien, ces systèmes d'alerte avancée, soient loin d'être aussi performants que ceux dont les États-Unis auraient disposé en Iran, parce que je pense qu'ils n'auraient pas eu la même approche systémique. Ensuite, la défense aérienne se construit généralement de manière échelonnée. Vous auriez donc une bataille aérienne en périphérie, habituellement assurée par des patrouilles aériennes de combat, soutenues par des avions d'alerte avancés. Et le problème, c'est que les avions de patrouille aérienne de combat, comme les F-18, les F-15, les F-35 et les F-22, ont des capacités très limitées, voire aucune, contre les missiles balistiques conventionnels. Et ils n'ont aucune capacité contre les missiles hypersoniques. Donc, vous avez déjà retiré une couche de votre système. Ensuite, il y a la zone suivante, la zone intermédiaire. Là, vous utilisez des missiles de défense aérienne, c'est-à-dire des missiles capables d'intercepter des cibles en déplacement, à moyenne portée. Leur portée peut aller, disons, de 20 à 100 000 dans cet ordre de grandeur, Danny. Et en règle générale, vous en tirez 2 sur une cible. C'est là qu'intervient le Patriot. C'est aussi là qu'interviennent les S-400 et les S-500. C'est là qu'interviennent le système PAMS et le Sea Viper dans les marines européennes. Ensuite, enfin, vous avez la défense ponctuelle. La défense ponctuelle, c'est un système d'armes qui constitue, si vous voulez, votre dernière ligne de défense contre ce qui a réussi à traverser les différentes couches. Dans cet article, j'ai fait un calcul approximatif pour voir combien de batteries d'armes, de batteries patriotes, il faudrait, même en supposant qu'elles soient efficaces, pour assurer une couverture raisonnable de l'Ukraine, compte tenu de la taille du pays. L'ordre de grandeur était d'environ 75 batteries patriotes. Or, il y en a 100 dans le monde. Donc là encore, ça vous donne une idée de la probabilité que les Ukrainiens, même si les Américains leur fournissaient ces systèmes, parviennent réellement à mettre en place une défense aérienne efficace. Elle est vraiment très faible. Oui, à tel point que je pense en réalité que tout argent consacré à aider les Ukrainiens en matière de défense aérienne risque d'être gaspillé, parce que je ne pense pas que ça fonctionnera. Et si je dis ça, c'est parce que la façon de venir à bout des systèmes de défense aérienne, c'est de les saturer. Les saturer avec un mélange de drones, de missiles conventionnels,
de missiles de croisière conventionnels, de missiles balistiques conventionnels et de missiles hypersoniques. Et s'ils arrivent par 400, 500, 600 de jour comme de nuit, vous saturerez les batteries très très vite, Danny. Donc vous savez, l'idée que nous puissions réellement aider les Ukrainiens à défendre notre ciel, c'est tout simplement de la fiction. Eh bien, c'est littéralement ce que nous avons observé. Je veux dire, nous l'avons vu. C'est comme ça que les choses se sont passées pour l'Ukraine. C'est pour ça qu'ils demandent ce matériel maintenant. C'est pour ça que, lors de tant de grandes salves de missiles russes que nous voyons, les missiles arrivent et il n'y a même pas d'intercepteurs qui partent à leur rencontre. Qu'ils les touchent ou non, peu importe, ils ne sont tout simplement pas là pour être touchés. Donc, on voit bien que c'est le cas. Mais cela soulève peut-être une question plus importante. Pouvez-vous nous parler un peu de la nature de la défense aérienne de notre côté? Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas été attaqués. Et cette idée, enfin cette affirmation, ou plutôt cette conviction, c'est que nous disposons d'une excellente défense aérienne, parce que nous avons ici tous les équipements modernes. Mais je me souviens, ça remonte sans doute à presque 2 ans maintenant, avoir vu une étude qui avait un peu fait parler d'elle, qui avait fait quelques gros titres, puis qui avait disparu, et je n'en ai plus jamais entendu parler. Elle estimait que nous n'avions qu'environ 5% des moyens de défense aérienne nécessaires pour défendre l'ensemble de l'OTAN contre une éventuelle attaque russe, et ainsi de suite. Ça paraît plutôt faible. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas vu l'étude. J'aimerais beaucoup la voir, mais ça ne me surprend pas. Je vais vous donner un bon exemple. C'est mon étude de cas, celle que je connais le mieux. Je me suis donc dit, bon, si on me demandait de fournir des systèmes de défense aérienne pour défendre la Grande-Bretagne contre le type d'attaque de saturation auquel nous sommes confrontés, comment est-ce que je m'y prendrais? Eh bien, premièrement, je n'ai qu'un seul système de défense aérienne, dans l'ordre de bataille britannique, capable d'assurer une défense aérienne de zone à ce niveau-là, avec les compétences techniques et les capacités techniques nécessaires. Il se trouve sur les destroyers type 45, nous n'en avons que 6. Partons du principe que 4 peuvent être disponibles. Et c'est une grosse hypothèse parce que ces navires ont eu de gros problèmes. J'en place un à Londres, tout cela est dans l'article, Danny. Un à la base de la dissuasion stratégique en Écosse et 2 ailleurs. Ces navires ont des silos contenant 48 missiles. Donc, vous voyez ici à l'écran, c'est le Financial Times, je crois, en 2024. Voilà ce qu'il disait. L'OTAN ne dispose que de 5% des capacités de défense aérienne nécessaires pour protéger le flanc oriental. Oui, ça ne me surprend pas le moins du monde. Et même les défenses aériennes dont nous disposons sont loin d'être aussi efficaces que nous le souhaiterions. Enfin, les Russes utilisent depuis plus de 2 ans des missiles hypersoniques opérationnels et des missiles balistiques conventionnels. Ce sont des armes efficaces. Et la vérité, c'est que nous sommes complètement démunis face à elles. Comme je l'ai dit, si vous prenez ces 4 navires, ils ont des batteries de 48 silos, mais ils tirent 2 missiles sur chaque système d'armes. Donc 24 salves et c'est terminé, vous n'avez plus rien. Et vous savez, si vous recevez des barrages de missiles, des barrages combinés de 100, 200, 300, 400, 500 missiles, je pense que les plus importants en Ukraine ont approché le millier. C'est indéfendable à l'heure actuelle. Et plus vite nous en prendrons conscience, mieux ce sera. Plus vite les gens comprendront que l'OTAN ne peut pas se défendre, ou du moins qu'elle ne peut pas défendre le théâtre d'opérations européen contre les armes que la Russie est capable de déployer contre nous.
C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, dans cet article initial dont nous avons parlé il y a quelque temps, la guerre à venir avec la Russie, je voulais expliquer aux gens que nous sommes en substance totalement exposés aux attaques aériennes. C'est aussi une différence de philosophie, une différence dans la philosophie de la conduite de la guerre, Danny. Je pense que nous nous sommes souvent dit, d'accord, nous sommes forts dans les airs et sur mer. Vous le verrez dans la bataille aéronavale dont parlent les États-Unis lorsqu'ils évoquent Taïwan. Mais en réalité, nous avons constaté ces 2 à 4 dernières années que c'est une hypothèse que nous ne pouvons plus faire. Je pense que nous avons eu tendance à ne pas trop nous préoccuper des forces de missiles russes, chinoises, nord-coréennes et iraniennes. Eh bien, nous nous en préoccupons maintenant. Et nous y pensons quand nous voyons les Américains être repoussés vers l'ouest, hors des zones de coopération du Golfe. Les gens se rendent compte qu'ils sont indéfendables. Et on le voit aussi dans le nombre de victimes. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais on passe beaucoup de temps à parler de la vulnérabilité des porte-avions. Et la question que je poserai, c'est où placeriez-vous les porte-avions par rapport aux bases aériennes terrestres en termes de vulnérabilité? La dernière fois qu'un porte-avions a été touché en temps de guerre, c'était en 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale. La dernière fois qu'une base aérienne a été touchée en temps de guerre, je crois que c'était probablement la semaine dernière en Jordanie. Voilà. Oui, je me souviens avoir été à Kandahar. Je suis sûr que vous êtes aussi allé à Kandahar. Je me souviens avoir été à Kandahar. Je l'ai fait. Nous avions des Harrier GR7 là-bas, et 2 d'entre eux avaient été mis hors service par une vieille roquette chinoise. Vous savez, ces lance-roquettes à 3 tubes qui étaient tombés tout près. Les éclats en avaient condamné un. Ça ne se voyait pas quand on regardait l'appareil, mais les dégâts internes l'avaient rendu irréparable. Et il aurait fallu des mois pour remettre l'autre en état. Donc, l'idée que ces bases aériennes sont sûres ne pourrait pas être plus fausse. Et regardez aussi les pertes. Il est donc grand temps que nous nous réveillions face à cette bataille aérienne et que nous réalisions que nous avons désormais au moins 5 ans de retard et probablement 10 ans dans notre compréhension et notre capacité à... D'accord. Donc ça amène une question évidente. Je vais remettre ça à l'écran. Ça date de... Voyons. Où est la date? D'accord. C'est du 29 mai 2024. Ils ont annoncé que l'OTAN ne disposait que de 5% des défenses aériennes nécessaires pour défendre le flanc Est. Alors pourquoi ça n'est-il pas devenu une urgence pour l'Alliance Atlantique? Et pourquoi est-ce que j'envoie maintenant tout cet argent et toutes ces images que Gary vous a montrées ici? On parle d'envoyer tous ces conseillers et tous ces chefs d'entreprise en Ukraine pour faire quelque chose qui va prendre des années. Pourquoi n'y a-t-il pas, de notre côté de la ligne, une situation d'urgence pour défendre nos pays? D'où viennent justement ces entreprises? C'est la question à $64 000. Je pense qu'il s'agit en partie d'une sorte de décalage institutionnel. Je pense aussi qu'il manque, dans les armées occidentales, la bonne réflexion doctrinale, Danny, car il devient de plus en plus évident qu'en réalité, c'est une lacune majeure de la défense occidentale. Je pense que nous avons passé tellement de temps à réfléchir à l'offensive et à la manière de mener la contre-insurrection. Et, bien sûr, la contre-insurrection, c'est facile. C'est pas facile. C'est relativement facile. C'est facile comparé à ce que nous subissons en ce moment. Imaginez si les talibans avaient eu des missiles qui ressemblent ne serait-ce qu'un peu à ceux dont disposent les Russes. À quoi aurait ressemblé la base aérienne de Bagram? À quoi aurait ressemblé la base aérienne du Helmand? À quoi aurait ressemblé le quartier général divisionnaire de Herat?
Donc je pense que c'est une lacune majeure dans la réflexion doctrinale occidentale. Je pense que l'une des leçons qui ressortira de ces deux guerres, de la guerre contre l'Iran comme de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est qu'en réalité, nous avons une vulnérabilité majeure. Et la conséquence de cette vulnérabilité majeure, ce n'est pas seulement que nous ne pouvons pas mener la bataille de la défense aérienne. Nous ne pouvons même pas déployer des troupes pour projeter notre puissance. Parce que dès que nous les acheminons vers des zones de mobilisation terrestre, elles sont vulnérables. Donc je pense que c'est un changement majeur. J'ai écrit un article sur l'équilibre des puissances il y a quelques mois. C'était peut-être il y a 1 an environ. Et j'y évoquais les éléments clés de cet équilibre des puissances. J'ai parlé de la nécessité d'avoir une capacité industrielle. J'ai parlé de la nécessité d'avoir de l'énergie pour réellement faire fonctionner ce que vous entreprenez. Mais je pense que ce qui devient de plus en plus clair pour moi, c'est qu'il y a un changement opérationnel majeur. Et vous comme moi savons que quand nous parlons d'opération, nous ne parlons pas de ce qui se passe au niveau stratégique, mais de la manière dont on combat sur le plan opérationnel. Ce changement opérationnel majeur, c'est la mise en lumière, à travers les opérations menées à la fois en Ukraine et en Iran, de cette grave lacune dans les capacités militaires de l'Occident. Et c'est un déficit qu'il faudra, je dirais, au moins 10 ans pour combler, si tant est que nous puissions le combler. Et cela signifie que, selon moi, les deux guerres sont perdues. Et plus tôt nous prendrons conscience de ce déficit opérationnel, mieux ce sera. Car cela dément l'idée que les États-Unis disposent d'une toute-puissance et d'une force militaire illimitée. Cela dément l'idée que l'OTAN est la plus grande coalition. Parce que dans les faits, si nous entrions en guerre contre la Russie, je ne m'attendrai pas à ce que les Russes nous attaquent. C'est la dernière chose que je voudrais qu'ils fassent. Je m'attendrai à ce qu'ils restent derrière la ligne de contact et nous détruisent tout simplement complètement, de la même manière qu'ils le font aux Ukrainiens. Petite précision là-dessus, Danny. J'ai été curieux de voir que le général Sourovikine avait été rappelé. Je me suis demandé pourquoi, et ça ne me surprendrait pas qu'il ait été rappelé pour ses compétences en matière de ligne défensive. Et je me suis dit, je me demande s'ils vont sécuriser certaines de ces lignes défensives afin de pouvoir redéployer des troupes qui s'y trouvent vers d'autres zones de la campagne, pour pouvoir réellement commencer à exploiter la situation plutôt que de simplement avancer. Enfin, je sais pas, mais j'ai trouvé vraiment intéressant qu'il ait été rappelé. Oui, moi aussi, avec quelques autres sujets qu'on abordera dans un instant si on a le temps. Mais je veux rester sur ce thème parce que c'est vraiment intéressant ce que vous avez soulevé. On vient de parler de la défense aérienne et on a montré que de notre côté, nous sommes confrontés à une vulnérabilité importante et nous ne faisons littéralement rien pour y remédier. Il y a aussi un autre point dont Zelensky a parlé hier soir sur Fox News et qui était en fait exact. Dans cet extrait, il va, vous savez, dénigrer la Russie et évoquer d'autres choses. Mais il va aussi identifier correctement un problème réel et fondamental lié à la guerre des drones. Nous avons compris que cette guerre change tous les 3 à 6 mois. Nous devons changer de technologie. C'est pourquoi nous avons une véritable plateforme moderne de technologie militaire et beaucoup d'entreprises. Nous modifions les drones. Aujourd'hui, ces drones peuvent fonctionner sur le champ de bataille, mais après 3 à 6 mois, ils ne le peuvent plus. C'est pourquoi il faut être fort à chaque instant, changer de technologie et aller plus vite. Car nous devons aller plus vite que Poutine. Poutine a plus de personnes que nous, et nous devons sauver les nôtres et utiliser davantage de technologie que de personnes. C'est ce que nous faisons.
Bon, je vais sans doute parler de deux choses distinctes. La première concerne spécifiquement la Russie et l'Ukraine, puisque c'est la guerre à laquelle nous sommes confrontés. Mais puisque vous avez évoqué la question de la défense aérienne, y compris de notre côté, regardons aussi ce sujet-là. Je considère que c'est une vulnérabilité majeure pour nous, compte tenu du rôle central que jouent toutes les catégories de drones sur la ligne de front. Cela a élargi la zone grise des deux côtés, parce qu'il est quasiment impossible d'avoir une sorte de no man's land, et ainsi de suite. Nous rendons un hommage de pure forme aux drones, et nous en achetons davantage. Mais je pense que le domaine dans lequel nous sommes les moins efficaces, c'est précisément ce que Zelensky a correctement identifié ici. Il faut disposer d'un système technologique très rapide, qui réponde, qui contrecarre, qui réponde de nouveau, puis qui évolue. Et il faut être vraiment capable de s'adapter pour pouvoir faire ces changements à la volée, avoir des liens avec l'industrie pour les mettre en œuvre et les déployer. Sinon, vous allez produire 1 million de drones qui ne fonctionneront même plus au moment où ils arriveront sur le terrain. Et ils doivent gérer ça des deux côtés de la ligne. C'est clairement le cas. Je ne vois rien de cette réflexion, et certainement aucun de ces systèmes, dans quelque pays de l'OTAN que ce soit. Qu'en pensez-vous? Non, je ne le pense pas. Et je pense qu'il y a des discussions à ce sujet. Et bien sûr, je vois beaucoup parler des drones dans la presse britannique. Je vois aussi qu'on parle de la nécessité d'utiliser bien davantage l'autonomie. Ce sera pareil en Allemagne, ce sera pareil en France. Cela dit, je pense, et j'y réfléchis depuis quelque temps, que les drones sont extrêmement importants. Mais il ne s'agit pas seulement de leur capacité à tuer, de leur capacité à neutraliser des soldats. On voit ces images horribles d'un drone qui poursuit un fantassin. Pardon, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Donc je pense que la question intéressante, c'est la manière dont les drones élargissent réellement la visibilité sur le champ de bataille. Et je pense que ça veut aussi dire que concrètement, l'artillerie est bien plus efficace, à condition de pouvoir la mettre en position. Lundi, je crois, je parlais avec, vous ne le connaissez peut-être pas, un fantassin australien qui s'appelle Matt Williams. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Il a en fait travaillé des deux côtés du front en Ukraine et il est très intéressant sur les questions tactiques. Ce qu'il disait, c'est qu'il était très intéressant de voir à quel point les Russes se montraient efficaces en utilisant des drones pour diriger les tirs beaucoup plus rapidement que par le passé, quel qu'ait été ce passé, et pour les rendre bien plus efficaces. Et cela rejoignait mon intuition, ou plutôt confirmait mon intuition. L'artillerie reste le principal instrument de destruction. Je veux dire, quand j'étais dans la marine, j'ai commandé une frégate de type 21 et un destroyer de type 42. Ils avaient tous les deux un canon de 4 pouces et demi qui, en tir rapide, pouvait envoyer 26 obus par minute. C'est donc l'équivalent d'avoir une batterie d'artillerie. C'est essentiellement une batterie d'artillerie. Mais en réalité, si ce tir est très très bien ciblé, il est beaucoup plus efficace. Et vous savez bien que la principale arme meurtrière pendant la Première Guerre mondiale, c'était l'artillerie. Et il s'avère que c'est aussi le cas dans la guerre en Ukraine. Donc, je suis un peu prudent quand on dit que la réponse pour l'Ukraine, ce sont les drones. Je pense que c'est absolument une partie de la solution globale. Mais si vous êtes capable de faire déclencher des tirs et d'utiliser l'artillerie de la manière dont Matt le disait, alors ça compte vraiment. Il disait aussi, au passage, et j'ai trouvé ça tout aussi intéressant, que les pertes de canons automoteurs russes par rapport à celles des Ukrainiens sont nettement à l'avantage des Russes. Autrement dit, les Russes détruisent les canons automoteurs ukrainiens bien plus rapidement et ils en ont davantage eux aussi. Donc là encore,
on commence à comprendre pourquoi les chiffres de pertes que nous, dans les médias indépendants, estimons se produisent effectivement. En réalité, les Russes peuvent réagir d'une manière dont les Ukrainiens sont tout simplement incapables. Je suis donc ouvert à l'idée des drones. Je pense qu'ils font partie d'une évolution. C'est une composante très importante de l'évolution et du développement du champ de bataille. Mais je pense aussi qu'il n'y a pas grand-chose à faire face à des volumes importants de tirs d'artillerie qui vous tombent dessus, alors que face aux drones, Arasu a une chance. Il y a des capacités de défense SRN contre les drones. Elles sont en cours de développement. Que pensez-vous de l'argument, ou en tout cas de l'affirmation avancée à l'instant par Zelensky côté ukrainien? À savoir, nous compensons notre manque d'effectifs. Et même lui ne nie pas. Oui, la Russie a plus de soldats que nous, c'est certain. Donc nous compensons l'écart avec les drones. C'est ce qu'on dit. Mais les drones sont omniprésents là-bas. Ce n'est pas comme si les Russes s'appuyaient uniquement sur l'artillerie. Eux aussi en ont. Donc, si vous avez, et je pense que le mieux qu'on puisse dire, au pire, c'est qu'il y a parité en matière de drones. Si vous avez cette parité, et que le camp russe a l'équivalent de son côté, mais qu'il a aussi davantage d'artillerie et davantage d'hommes, qu'est-ce que cela vous dit sur la direction que prend la guerre? Oui, cela me dit ce qui est implicite dans votre question. Si les deux camps sont à parité en drones, mais qu'en réalité l'un dispose de beaucoup plus d'artillerie, de beaucoup plus de troupes de combat, de blindés et de soutien logistique au combat, enfin de tout ce genre de choses, alors ce camp va évidemment l'emporter. Donc je pense qu'il sera intéressant de voir comment cela évolue. Mais je ne serais pas surpris de voir les Russes réaliser des avancées importantes dans les mois à venir. Peut-être pas à la vitesse que l'Occident aimerait voir, conformément à sa fameuse doctrine de manœuvre. Mais il est difficile de voir comment les Ukrainiens peuvent l'emporter. Je veux dire, bien sûr, s'il y a parité en drones, les Ukrainiens ont au moins une meilleure visibilité du champ de bataille. Ce qui était aussi intéressant dans ce qu'a dit Matt, c'est qu'en réalité, les Russes disposent d'excellentes capacités de renseignement électromagnétique. Ils traquent chacun des opérateurs de drones ukrainiens avec une sorte de létalité clinique et éliminent les pilotes de drones aussi vite qu'ils le peuvent. Donc là encore, je pense que c'est une bataille dans laquelle je ne dis pas que les Ukrainiens ne pourront pas avoir un impact. Les Allemands aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient extrêmement efficaces sur le plan défensif. Mais au bout du compte, la masse que les Russes sont capables d'engager dans cette guerre et la puissance de combat qu'ils peuvent y déployer doivent, me semble-t-il, l'emporter. Encore une fois, c'est davantage votre domaine que le mien, Daniel Davis. Mais je ne vois pas comment, à moins qu'il n'existe une technologie miraculeuse, et je n'en vois aucun signe, je ne vois même pas ce que cela pourrait être. Je ne vois pas comment les Russes ne finiraient pas par l'emporter. La seule question, c'est la vitesse à laquelle ils l'emporteront. Vous savez, vous disiez il y a un instant que vous voyez des signes indiquant que la Russie était Sphinx. Et Spos sur le point de faire autre chose. Zelensky lui-même a déclaré il y a quelques jours qu'il pense que la Russie va mobiliser jusqu'à un demi-million de soldats. Dmitri Medvedev l'a démenti ce matin, mais il a dit qu'il continuait à recruter beaucoup de monde. Mais Poutine a dit quelque chose il y a quelques jours qui, à mon avis, mérite qu'on s'y attarde. Il s'adressait à des membres de la Douma. Et dans un premier temps, il a expliqué pourquoi ils avaient adopté cette stratégie d'avancée lente. Il a dit « parce que nous avons donné la priorité à la stabilité de notre économie, à la stabilité de nos effectifs, et que nous gérions les risques, car nous ne voulions pas mettre autant de troupes en danger. » Mais ensuite, il a dit « il y a aussi un risque à ne pas agir assez fermement. » Puis il a ajouté « je admettrai nouveau sorg. »
Je vais vous révéler un secret. Mon collègue ne m'en voudra pas. Pendant la cérémonie de remise des prix, l'un des lauréats m'a glissé à l'oreille. Nous gagnerons. Nous devons être plus audacieux. Sigvars the Small. Mais une question encore plus audacieuse se pose. Et ici, comme dans l'économie, il y a des risques. Le prix à payer, ce sont des pertes sur le champ de bataille de notre côté. Nous agirons donc ici aussi avec prudence, mais de manière persistante et cohérente, afin d'atteindre les objectifs fixés pour le pays. Et nous les atteindrons. C'était il y a seulement 2 jours. Et cela fait maintenant 4 ans et demi qu'on observe cette approche très méthodique, surtout depuis novembre 2023, lorsque la Russie est passée de la défense à l'offensive. Vous avez mentionné Sourovikine, le général Sourovikine. C'est ce qu'il a fait. Mais maintenant, il semble que Poutine dise qu'il est temps de faire quelque chose d'un peu plus audacieux. Et il a souligné qu'être audacieux, cela signifie augmenter les pertes. Il semble donc préparer le terrain, à la fois auprès des représentants et du grand public qui regarde, à l'idée qu'il pourrait bientôt y avoir davantage de pertes russes, ce qui impliquerait une action plus agressive sur le terrain. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait se préparer? Je mettrai les 2 éléments ensemble. Je pense que c'est typique de Poutine de parler de prudence concernant les pertes. Il a toujours été très prudent en ce qui concerne les pertes, et il me semble que cela explique la vitesse à laquelle les Russes ont avancé. Vous savez, c'est quelque chose que l'Occident a méprisé. Mais le fait est que les Russes continuent de gagner du territoire. Enfin, je le dis depuis un certain temps. J'ai le sentiment que la Russie en est à la 5e phase de sa stratégie. La première, c'était la diplomatie et la tentative d'utiliser l'attaque contre Kiev et les opérations initiales dans le Donbass pour essayer d'obtenir un accord diplomatique. Cet accord aurait été conclu sans Boris Johnson et Joe Biden. La deuxième phase a été le repli et la prise de contact lorsqu'ils ont compris que l'Occident et l'OTAN étaient en fait disposés à apporter leur soutien. La troisième phase, qui je pense a commencé vers septembre 2022, a été une défense d'usure lorsque la ligne Sourovikine a été construite, et alors qu'ils commençaient en fait à mobiliser à la fois leur industrie et leurs forces militaires. Vous savez, l'Occident, les généraux occidentaux, ont en fait encouragé les Ukrainiens à attaquer la ligne Sourovikine avec très peu de force, pour très peu d'avantages, et surtout à l'avantage des Russes qui ont alors perdu non pas une, mais 2 armées. La phase suivante a été une offensive d'usure, et je pense que nous arrivons probablement tout juste à la fin de celle-ci. Ils ont avancé, mais en cherchant à continuer d'user les hommes et le matériel de l'armée ukrainienne. Et j'ai souvent pensé que nous entrerions dans ce que j'appelle une phase d'exploitation stratégique. Et le deuxième élément que j'associe à cela, Danny, c'est que Poutine a évoqué, il y a quelque temps, il y a une semaine, peut-être 2, l'idée de la Novorossia. Et j'ai souvent pensé que si j'étais à sa place et que je voulais parvenir à une situation où j'aurais sécurisé ce dont j'ai besoin pour assurer la sécurité à long terme de la Russie, alors ce que je voudrais, ce serait la Novorossia. Et je partirais du principe que si je peux dépasser les villes forteresses qui constituent le dernier grand bastion, alors je peux commencer à avancer beaucoup plus vite pour obtenir réellement la Novorossia. Donc des mouvements vers Odessa, des mouvements vers les oblasts occidentaux seraient un moyen de sécuriser mes objectifs à long terme. Et c'est ça que j'ai suivi avec intérêt. J'ai été fasciné de l'entendre dire ça, parce que c'est quelque chose dont je crois vous et moi avions parlé
il y a environ un an. Peut-être il y a 9 mois, Danny, quand nous parlions de la Novorossia. Là encore, on verra. Mais si j'étais à la place de Poutine et que je voulais assurer ou plutôt garantir la sécurité à long terme de la Russie, alors je pense que j'essaierais d'obtenir la majeure partie de la Novorossia si je le pouvais. Et on voit bien que là encore, ça me donne la sécurité de mes frontières maritimes. Ça me rapproche de la Transnistrie. On ne la voit pas très bien, mais elle se trouve juste à l'ouest d'Odessa. Donc on y parle en grande partie russe, sur le plan ethnique, et ce sont aussi très largement, presque entièrement, des Ukrainiens russophones. Et il y a un chevauchement là-dedans, ce qui me paraît logique. C'est pas une position facile à défendre, j'aurais dû y penser. Mais malgré tout, c'est comme ça que je raisonnerai. Ce sera peut-être en deçà de ça, mais je pense que le message, et qu'il y a peut-être aussi un message à l'Occident, c'est soit accepter nos conditions pour Odessa, pour la Crimée, et revenez-nous avec une sorte d'offre, soit voilà ce que nous voulons. Il l'a dit publiquement, donc nous savons que c'est sur la table et que nous continuerons jusqu'à l'obtenir. Et bien sûr, je suppose que leur plan sera le suivant. D'accord, maintenant, nous allons continuer jusqu'à obtenir ceci. Si les Européens et les Américains veulent venir nous voir avant cela, alors nous pourrons peut-être en discuter. Mais sinon, c'est dans cette direction que nous allons. Encore une fois, ce n'est que de la spéculation de ma part, Danny, parce que je ne siège pas à l'état-major général russe. Oui, mais ces déclarations deviennent de plus en plus explicites et les opérations sur le champ de bataille se poursuivent. C'est une projection raisonnable. Mais écoutez, nous allons continuer à suivre cela. Nous allons continuer à y prêter attention. Nous vous remercions vraiment d'être venu partager votre expertise sur ces sujets parce que je pense que le temps va probablement leur donner raison. Merci. Oui, le plaisir est pour moi, Tony. Et continuez comme ça. Et je vous le rappelle, Steve Jeremy a son Substack, stevejeremy.substack.com, où vous pouvez voir l'article dont il a parlé. Nous en avons aussi un peu discuté aujourd'hui à propos de cette nouvelle situation en matière de défense aérienne et des problèmes que nous rencontrons, ainsi que de tous ces autres excellents titres. Tout cela est disponible sur son Substack. Et écoutez, nous serons de retour avec vous cet après-midi. En fait, Larry Johnson sera là dans environ 1 heure. Il parlera de certaines choses qui se sont passées pendant la nuit, notamment concernant la situation en Iran. Beaucoup de choses s'y sont produites. Et puis plus tard cet après-midi, à 14 heures, juste après ça, en fait, le professeur Morandi sera de retour avec nous. Et je vous le dis, j'ai échangé avec lui par message tôt ce matin. Il a des choses très intéressantes à nous faire partager sur ce que pourrait être la stratégie iranienne et sur la manière dont il voit la suite de cette affaire. Vous ne voudrez manquer aucune de ces 2 émissions, je vous le promets. On se retrouve à 13 heures pour le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je n'essaie pas de vous convaincre d'acheter de l'or, ni de vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime et partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez.